Bonjour, je vais vous lire le chapitre 8 de Lancelot, les chevaliers de la table ronde. Chapitre 8, l'enlèvement de Lancelot. Le cœur rempli de désir et de crainte, Merlin avançait dans la forêt de Brocéliande. Soudain, une voix claire et jeune se fit entendre. « Beau doux sire, quelle joie me procure votre retour !» Viviane se tenait tout près de lui. Elle était sincèrement heureuse de le revoir, mais il lui fallait cette fois réduire à l'impuissance l'enchanteur. Certes, grâce à lui, elle connaissait 1000 sortilèges, mais libre, Merlin restait un dangereux rival. Aussi se promit-elle de le faire prisonnier à la première occasion. Un jour, elle lui demanda innocemment « Merlin, jamais vous ne vous êtes métamorphosé devant moi. Oh, je ne m'en plains pas, et je sais que beaucoup m'envieraient d'avoir un amant aussi beau que vous, mais à la femme qu'on aime, peut-on montrer un autre visage que le sien ?» répondit Merlin qui lut dans le cœur de Viviane que son heure était proche. « On dit que vous pouvez prendre toutes sortes d'apparences, même celle d'un vieillard voûté par les ans. Est-ce vrai ?» Et sous ses yeux, elle voit les cheveux de Merlin blanchir, sa peau se faner et se parcheminer, son regard se ternir, ses épaules ployer comme sous un fardeau. Qui donc aurait reconnu Merlin dans ce vieillard tout décrépit ? Et pourtant, c'était bien lui, tel qu'il aurait été plus tard, beaucoup plus tard. Aujourd'hui, il se rendait à sa belle amie, las de désirer son amour, las de chercher à la séduire, las de guerroyer pour la posséder. 2 larmes s'échappèrent de ses yeux ternes sans qu'il ne fît rien pour les essuyer. Et il murmura « Accomplis ce que tu désires depuis si longtemps. » Avant de fermer ses paupières, il vit Viviane dénouer sa ceinture et tout en courant autour de lui dessiner le cercle d'une prison aérienne dont les murs invisibles le retiendraient à jamais prisonnier. La disparition de Merlin allait être, hélas, fatale à la destinée qui menaçait les rois frères Ban et Bohor, dont les royaumes se situaient à la frontière de Brocéliande. Enfermé dans sa geôle aérienne, il ne pourrait leur venir en aide. En effet, dès son retour sur ces terres, le roi Ban connut de graves revers militaires. Son voisin, Clodas, roi de la terre déserte, jamais n'avait voulu reconnaître roi Arthur pour son suzerain et restait le dernier des grands vassaux insoumis. Clodas n'avait pas oublié l'humiliation que lui avait fait subir le roi Ban devant Caroèse. Il voulut se venger. Par d'habiles stratagèmes militaires et grâce à sa puissante armée, Clodas réussit tout d'abord à isoler Ban de son frère Bohor, le privant ainsi d'un précieux allié. Puis, de victoire en victoire, il l'amena à se replier sur Trèbes, dernière place forte du royaume capable de résister à un siège de plusieurs mois. Mais ensuite, la situation semblait désespérée. Aussi Ban décida-t-il de gagner en secret la Grande-Bretagne afin d'obtenir des secours au plus tôt. « Ma chère Hélène, dit-il un soir à son épouse, je ne vous laisserai pas seule avec notre fils Lancelot dans une place assiégée. Demain nous partirons ensemble. Je veux en personne demander assistance au roi Arthur et revenir à Trèbes avec lui. » Le lendemain, à l'aube, dans le plus grand secret, le roi, la reine et un écuyer chargé du bébé endormi quittèrent Trèbes. S'ils parvenaient à atteindre la forêt de Brocéliande non loin de là, ils seraient sains et saufs, car des chevaux les y attendaient. L'entreprise est réussie et la reine, sous la garde du fidèle écuyer, trouve enfin le repos assise au bord du lac de Diane. Une colline toute proche domine la plaine qu'ils viennent de parcourir. Ban veut la gravir pour embrasser du regard une dernière fois son cher royaume et peut-être apercevoir son château. Au sommet, il découvre l'horizon embrasé par les flammes. Trèbes est la proie du feu. Saisi d'un accès de folie, il veut se porter au secours de ses soldats restés là-bas. Il décide de franchir l'abîme qui le sépare de la forteresse. Il pique sa monture qui s'élance sous la morsure des éperons. En quelques puissantes et rapides foulées, la bête atteint le bord du ravin. Mais le mort ne peut freiner l'animal dont l'élan est trop vif. Tous deux basculent dans le vide et s'écrasent au pied du mont. Ignorant encore le terrible drame, la reine Hélène joue avec son fils Lancelot. Soudain, elle entend un hurlement, bientôt suivi d'une chute de pierre qu'amplifie l'écho de la falaise. Avant même qu'elle ne se fût relevée, elle voit le valet se précipiter au bord du ravin. Elle dépose vivement Lancelot dans son berceau et se hâte de rejoindre l'écuyer. Le bousculant, elle emprunte l'abrupt sentier qui mène au fond du précipice. Hélas, lorsqu'elle parvient au fond de l'abîme, c'est pour y découvrir le corps inerte de son cher époux. Le visage tourné vers le ciel, les bras en croix, il gît dans son sang. Agenouillée à ses côtés, elle pleure, crie et supplie. Celui qu'elle aimait le plus au monde vient de l'abandonner à tout jamais. Plus rien ne la retient désormais à la vie. Si, pourtant,
Était-il possible de l'avoir oublié? Lancelot, son cher enfant, qu'elle a laissé seul dans sa précipitation. Que Dieu lui pardonne la folie des paroles qu'elle vient de prononcer. Rebroussant chemin, la voici qui remonte, s'agrippe aux herbes, aux plantes, aux feuilles de la roche, afin de retrouver au plus vite le cher ange. Enfin, la clairière, le lac. Mais une jeune fille inconnue se tient auprès du berceau vide. Lové contre sa poitrine, libérée de ses langes et nue malgré la fraîcheur de l'air, Lancelot rit, car la demoiselle dépose 1000 baisers légers sur son doux visage. Puis, la jeune fille se rapproche du lac, l'enfant toujours serré contre elle. Elle s'élance, plonge et disparaît dans les eaux qui se referment sur elle. Poussant alors un cri d'effroi, la reine perd connaissance. Plus tard, accablée par ce double malheur, la reine Hélène se réfugia dans l'abbaye de Paimpont, où elle partagea sa douleur avec les épouses du roi Bohort, qui ne tarda pas à l'y rejoindre. En effet, la nouvelle de la mort du roi Ban se répandit et parvint au roi Bohort, son frère. Cerné par les armées de Clodas, ce dernier n'avait pu, malgré quelques maintes tentatives, secourir son frère qu'il croyait en sécurité à Trèbes. Lorsqu'il apprit que son frère chéri n'était plus, il se remettait de graves blessures reçues lors d'une bataille menée contre Clodas. La peine qu'il conçut de cette mort fut fatale à son rétablissement. Il expira quelques jours plus tard. Désormais, plus rien ne s'opposait aux ambitions de Clodas. Il ajouterait à son royaume ceux des deux disparus. « Madame, il faut vous y résoudre. Confiez-moi vos 2 fils afin que je les emmène loin de ce félon. »« Jamais, Pharien. Mon époux, le roi Bohort, est mort, et tu voudrais me priver de Lionel et de mon petit Bohort. Jamais, tu m'entends, je ne m'en séparerai. » « Madame, je crains que Clodas, qui est maintenant le maître de vos terres, en les laissant demeurer ici, vous les lui offrez en otage. Et si Arthur l'attaque pour venger ses compagnons, il n'hésitera pas à les faire périr en cas de défaite. » Ce fut donc en pleurant que la reine se résigna à se séparer de ses 2 fils. Avant de les confier à Pharien, elle les attira tout contre elle. « Lionel, mon cher enfant, vous n'avez que 3 ans, mais vous devez vous montrer fort, courageux, afin de protéger votre petit frère Bohort. N'oubliez jamais que vous m'êtes les plus chers que ce cœur qui bat dans ma poitrine. Dieu vous prenne en sa sainte garde. » Cela faisait maintenant 1 an que Merlin avait quitté la cour de Kerduel. L'inquiétude le concernant grandissait, et lorsque Gauvin proposa de partir à sa recherche, le roi acquiesça, bien qu'il doutât de ne jamais revoir l'enchanteur. Aurait-il laissé mourir Ban et Bohort s'il vivait encore ? Gauvin embarqua pour la petite Bretagne et rejoignit l'extrême pointe du pays de Léon. Il explora toutes les côtes, de l'ouest au sud, s'enquérant de Merlin auprès de tous les vassaux d'Arthur. Mais nul ne l'avait vu. Tout au plus savait-on qu'il affectionnait particulièrement la forêt de Brocéliande. 8 mois déjà s'étaient écoulés lorsque Gauvin s'y rendit. Il chevauche dans le Val sans retour, laissant son cheval aller à sa guise. Brusquement, celui-ci renacle à avancer. Une muraille de brume se dresse devant eux, et Gauvin croit y apercevoir une tour fantomatique. Une voix étouffée lui parvint alors. « Gauvin, c'est moi, Merlin. Je ne peux te suivre, car celle à qui j'ai livré tous mes secrets me retient prisonnier dans cette geôle aérienne. Jamais plus vous ne me reverrez. Mais dis au roi Arthur que les enfants de Bohort sont saufs, ainsi que Lancelot. Il vit là, tout près d'ici. Ne sois pas déçu si je ne peux me montrer à toi, car plus tard, même ici même, je te parlerai de la quête du Graal, la seule entreprise à laquelle il vous faille songer maintenant. » Fin du chapitre 8.